Il y a une nouvelle crise de la dette qui affecte très fortement les pays du Sud. Ça va toucher les pays périphériques de la zone euro prochainement. Ça ne les affecte pas encore directement. Donc, mon sujet, c'est une écrasante majorité des pays sur cette planète, ceux qu'on désigne comme les pays du Sud global, sont touchés par une nouvelle crise de la dette. Et comment se manifeste-t-elle? Mais par le fait que toute une série de pays entrent en défaut de paiement. Les défauts ne sont pas généralisés, donc les suspensions de paiement ne sont pas généralisées pour le moment, parce que le Fonds monétaire international intervient avec une puissance de feu importante et a signé au cours des 3 dernières années une centaine d'accords pour fournir des crédits d'urgence aux pays qui en avaient besoin, de manière à ce qu'ils ne suspendent pas le paiement. Mais ils sont au bord de la suspension de paiement. Et les conditions fixées par le FMI pour octroyer ces crédits d'urgence sont draconiennes, c'est-à-dire encore plus de politiques de réformes, de contre-réformes néolibérales, plus de privatisation, plus de recouvrement des coûts en matière d'éducation et de santé, suppression de subventions aux produits de première nécessité, des subventions qui étaient octroyées par les gouvernements du Sud, et donc dégradation des conditions de vie des populations. Il faut savoir que selon la Banque mondiale elle-même, depuis la crise du Covid, il y a 100 millions d'êtres humains sur la planète, de plus sous la ligne de pauvreté extrême. C'est à peu près, disons, 1 milliard d'habitants sur 8 milliards. Et 1 milliard d'habitants, à peu près, sur 8 milliards, souffrent de la faim de manière structurelle. Et avec des conditions dégradées, les améliorations qu'on avait connues jusque, on va dire, selon les chiffres de la Banque mondiale, jusque 2018, sont abandonnées et au lieu de se rapprocher des objectifs du millénaire, on s'en éloigne. Alors la nouvelle crise de la dette, donc, elle s'exprime par notamment des difficultés de paiement et voire des suspensions. Donc, exemple de suspension, vous avez peut-être en tête que le Sri Lanka, qui était un modèle de réussite de politique néolibérale et d'ouverture de ces marchés, est entré en suspension totale de paiement en avril 2022, donc il y a un peu plus, il y aura presque 2 ans maintenant. Les politiques suivies par le gouvernement sri-lankais étaient telles que ça a provoqué une rébellion généralisée de sa population. Vous vous souviendrez du peuple entrant dans la résidence du chef d'État et se baignant dans sa piscine, et le chef d'État s'enfuyant du pays en hélicoptère. Le Ghana, qui était aussi un modèle de succès en Afrique, est entré en suspension de paiement en 2023. La Zambie, qui était aussi un succès, présenté comme un succès des politiques néolibérales, est entré en suspension en 2022 et est toujours en suspension de paiement, n'arrive pas à trouver un accord avec les membres du Club de Paris, et la France est à la manœuvre dans la négociation avec la Zambie et avec les autres créanciers de la Zambie. Comment ou par quoi est provoquée cette nouvelle crise de la dette dont les pays du Sud global souffrent? Elle est provoquée par des chocs externes qui proviennent du Nord. Choc externe, il y a la pandémie du coronavirus à partir de 2020 et ses effets. Et je dis le Nord parce que le coronavirus a touché d'abord le Nord, a affecté les économies européennes, Amérique du Nord, et seulement après s'est répercuté vers le Sud. Je ne mets pas la Chine dans le Sud global. Pour moi, la Chine, pour le CADTM, la Chine dorénavant est dans une catégorie à part. C'est la Chine
qui est la deuxième économie mondiale et qui surpassera bientôt les États-Unis et qui est un pays créancier et pas un pays débiteur. La Chine est créancière des États-Unis et créancière de toute une série de pays du Sud comme du Nord, dont les États-Unis. Parce que la Chine détient plus de 1000 milliards de dollars de titres du Trésor américain. À ce titre-là, elle est créancière des États-Unis et elle a un superávit commercial très important à l'égard des États-Unis. Donc, crise du coronavirus, qui pour des pays qui avaient, par exemple, s'étaient tournés à fond vers le tourisme, c'est le cas du Sri Lanka, voilà, arrêt des déplacements et crise terrible de revenus parce que les touristes ont disparu. Deuxièmement, les effets de la guerre en Europe, les effets de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ses répercussions en termes de spéculation sur le prix des céréales et le prix des combustibles, qui a affecté directement la facture d'importation de pays du Sud, comme l'Égypte, le Sénégal, la Tunisie, mais de nouveau aussi le Sri Lanka, qui ont été convaincus par le FMI et la Banque mondiale d'abandonner le soutien à leurs producteurs de céréales, que ce soit de riz, de blé ou de maïs, et qui sont dépendants des importations de céréales, importations de céréales provenant en partie de l'Ukraine et de la Russie. Et on se souviendra que dans le mois qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a eu explosion du prix des céréales, alors que les récoltes n'avaient pas encore été affectées par l'invasion et que les flux d'exportation continuaient, mais les grandes sociétés de commercialisation céréalière en ont profité et les grandes chaînes de distribution en ont profité pour le répercuter immédiatement dans le prix des pâtes, du riz, etc., dans les supermarchés. Là, ça a touché non seulement le Sud, mais le Nord. Mais alors, surtout, le choc externe principal, c'est la décision unilatérale des banques centrales du Nord à partir de mars 2022 pour la Réserve fédérale des États-Unis et quelques mois plus tard pour la Banque centrale européenne, la décision d'augmenter unilatéralement les taux d'intérêt. L'abandon du quantitative easing pratiqué depuis 2010-2013, selon on parle des États-Unis ou de la zone euro, l'abandon du quantitative easing pour passer au quantitative tightening, et donc le passage de 0% de taux d'intérêt aux États-Unis 5,5% et pour la BCE 4,5%. Pour la Banque d'Angleterre, qui a suivi tout à fait la Réserve fédérale, 5,5%. Ça s'est répercuté immédiatement sur la situation des possibilités de refinancement des dettes des pays du Sud. Pourquoi ? Parce que tant qu'on avait des taux d'intérêt à 0%, les grands fonds d'investissement comme BlackRock, PIMCO, etc., achetaient des titres de la dette souveraine émis par des pays africains, des pays asiatiques, des pays latino-américains à du 4%, du 5%, du 6%. Parce que c'était du 0% sur les titres allemands, sur les titres français, sur les titres américains. À partir du moment où le rendement aux États-Unis passe à du 5%, les titres émis par les pays du Sud à du 5% sont plus intéressants pour eux. Les fonds, donc, ne sont plus intéressés par acheter des titres souverains du Sud et exigent des taux beaucoup plus élevés. Si je vous montre ici un site qui est peu connu, vous pouvez le voir là sur l'écran, c'est les rendements demandés par les investisseurs aux pays du Nord comme du Sud. Vous allez voir, c'est sur les titres à 10 ans, les rendements. Donc vous allez voir que pour le Japon, c'est un titre négatif, la dette japonaise, qui fait plus de 200% de son PIB, et donne le taux de la Banque centrale
japonais, c'est toujours moins 0,10%. Vous pouvez voir que pour l'Allemagne, comme je l'ai dit, c'est 4,5% le taux de la Banque centrale. Le rendement, il est de 2,4% sur les titres allemands. Mais si vous descendez dans ce tableau, qu'est-ce que vous voyez? C'est que les fonds d'investissement demandent un rendement sur les titres égyptiens de 27,7%, sur les titres turcs de 26%, sur les titres zambiens de 25,5%, sur les titres kenyans 18%. Avec des taux pareils, c'est-à-dire les exigences. En fait, ces taux-là, ce n'est pas les taux auxquels les titres sont émis, c'est les taux auxquels des investisseurs sont prêts à racheter les titres sur les marchés secondaires, le rendement qu'ils demandent. Donc, si un titre est émis il y a quelques années à du 6% et qu'un fonds d'investissement veut du 18%, il va dire « Moi, j'achète votre titre à 30% de sa valeur. Et je l'achète sur le marché secondaire à du 30% de la valeur, et ça va me donner, si c'était du 6%, grosso modo du 18%. Mais ça, c'est le rendement sur le marché secondaire. Mais c'est aussi le rendement qu'attend le fonds d'investissement en cas de nouvelles émissions. Donc, un fonds d'investissement va dire au Kenya, si vous voulez me vendre des titres en 2024 venant à échéance 5 ans plus tard, vous devez me promettre de 18%. Et là, le Kenya ne va pas pouvoir. Le Kenya ou n'importe quel autre pays. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers le FMI ou vers la Chine ou vers quelques partenaires bilatéraux qui vont leur proposer à des taux inférieurs du genre 7-8%. Le FMI va exiger du 8%. Et fixer des conditionnalités très importantes. C'est dans cette situation-là qu'on se trouve. Le FMI vient de passer des accords avec une centaine de pays en 3 ans, demande grosso modo du 8% et fixe des conditionnalités extrêmement dures. Ce qui se passe aussi, comme ces pays sont en partie en suspension de paiement sur une série de leurs titres anciens, des fonds vautours rachètent ces titres à des prix de décote très importantes, à 30% de la valeur, mais des fois à 10% de la valeur. Et là, ça m'amène à l'action des fonds vautours. Quand il y a une nouvelle crise de la dette, les fonds vautours, donc des fonds d'investissement, qui ne s'appellent pas vautours, évidemment, c'est la dénomination qu'on leur donne de manière péjorative, mais c'est des fonds d'investissement comme NML Capital Investment de Paul Singer aux États-Unis. Il y a un autre fonds qui s'appelle Elliott Associates qui est aussi aux mains de ce milliardaire financier du Parti républicain, Paul Singer. Ils achètent des titres de pays en difficulté et ils attendent le moment propice pour aller en justice contre ces pays et exiger le paiement par ces pays de la valeur faciale à 100% du titre. Donc s'ils l'ont acheté à 10%, ils vont demander un remboursement lié à la valeur nominale faciale du titre à 100%, plus les intérêts de retard, plus des indemnités par rapport aux intérêts de retard. Ce qui peut donner du 2000% de profit sur certains titres. Par rapport à ça, quelques États, l'État belge, l'État français, l'État de la Grande-Bretagne, ont adopté une législation limitant les droits des fonds vautours. La loi la plus intéressante, c'est la loi belge de 2015. Le CRDTM a contribué à sa rédaction. La loi belge dit une chose extrêmement simple. Un fonds d'investissement qui va devant la justice belge contre un pays qui peut être le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, le Pérou, pour demander
le plein pot sur les titres qu'il a achetés sur le marché secondaire. La loi belge dit un fonds d'investissement qui présente ce type de titres et vont en justice contre un État débiteur, le fonds en question ne peut prétendre qu'à une compensation équivalente au prix qu'il a payé pour acheter ces titres. C'est une loi très simple qui est d'une efficacité radicale parce que ça tue dans l'œuf l'intérêt d'aller en justice. Si, en allant en justice, on ne peut obtenir que le prix qu'on a réellement payé, ben, ça n'a aucun intérêt de mener l'opération en question. Mais ça ne peut avoir une efficacité internationale que si toute une série de pays adoptent ce type de législation. C'est très intéressant que la Belgique ait fait ça, et depuis lors, il n'y a plus de fonds vautours qui vont devant la justice belge parce qu'il n'y a aucun intérêt, mais évidemment, ils vont ailleurs. Là, il y a la France qui, en décembre 2016, du temps de Michel Sapin, qui a adopté une législation qui est moins intéressante que la Belgique parce qu'elle exclut toute une série d'actions d'achat de titres décotés. Elle exclut l'application rétroactive, si vous voulez, de la loi. C'est à partir de 2016. Mais il y a des titres, pour vous donner un exemple, il y a des titres aux mains du Crédit Lyonnais, des titres cubains aux mains du Crédit Lyonnais datant de 1982, rachetés par un fonds vautour basé aux Bahamas pour une centaine de millions, qui fait l'objet d'un procès à Londres de ce fonds vautour qui s'appelle CRF contre Cuba. Ce fonds vautour demande 1 milliard d'indemnités à la justice britannique et a obtenu jusqu'ici gain de cause. Il y a une procédure d'appel. Mais c'est des titres datant de 1982. Donc une loi adoptée en 2016 qui ne s'applique qu'à partir de 2016, c'est pas intéressant. Je signale que, et tu en sais quelque chose, c'est que le même gouvernement de François Hollande, lui, s'était pas gêné à faire passer une loi avec effet rétroactif par rapport aux prêts toxiques octroyés par les banques françaises ou autres aux municipalités. Là, on avait dit le fameux DEG, c'est ça? L'avenant au contrat. Hein? Oui, c'est-à-dire que dans ces emprunts toxiques, les emprunts étaient annulés quand les collectivités exerçaient une action en justice au prétexte que le taux effectif global était erroné parce que les emprunts étaient tellement tarabiscotés qu'ils n'arrivaient pas à le calculer ou ils ne le mettaient pas. Donc, le tribunal jugeant que le TEG était un élément central et obligatoire dans les emprunts, à la mesure où il ne figurait pas, les tribunaux cassaient les emprunts et appliquaient le taux légal qui à l'époque était quasiment proche de zéro. Voyant ça, donc les banques ont obtenu de faire voter par le gouvernement, ce qu'évoquait Eric, une loi de validation rétroactive qui a validé rétroactivement les contrats qui étaient dépourvus de ce TEG. Et à partir de cette loi, les collectivités locales et les hôpitaux publics perdaient devant les tribunaux. Donc voilà, dans un cas, on ne se gêne pas pour adopter une loi à effet rétroactif, et dans le cas de la loi Sapin limitant le droit des fonds vautours, on a dit non, pas d'effet rétroactif, la loi ne s'applique que pour les émissions de titres à partir de 2016, d'où le champ d'application de la loi française par rapport à la loi belge est tout à fait réduit. D'où un appel aux parlementaires de l'Assemblée nationale pour essayer de remettre le thème de l'adoption d'une loi protégeant les États contre l'action des fonds vautours allant au-delà de la loi Sapin. Je vous disais que les actions des fonds vautours sont d'actualité. Je vais vous donner un exemple de 2023. Un fonds vautour basé aux États-Unis a acheté pour 16 millions de dollars le droit d'aller en justice contre l'État argentin dans l'affaire
de la nationalisation de l'entreprise pétrolière YPF. L'État argentin, du temps de la présidence des Kirchner, péronistes, 2013, a nationalisé l'entreprise pétrolière qui avait été privatisée par Menem au profit de l'entreprise pétrolière espagnole Repsol. Un fonds vautour a acheté pour 16 millions un tout petit bout de titres qui lui a permis d'aller devant la justice de l'État de New York pour demander une indemnisation. Et une juge de l'État de New York a condamné l'Argentine à payer 17 milliards d'indemnités à ce fonds vautour. Et le fonds vautour, vous pouvez aller sur son site internet, dit c'était vraiment un bon investissement, on a dépensé 16 millions et on va ramasser 17 milliards d'indemnités. Le gouvernement péroniste précédent, qui vient d'être battu aux élections, hésitait à payer l'indemnité, mais maintenant Milei, lui, dit on va payer l'indemnité. Et Milei dit je vais créer un impôt spécifique qui s'appellera l'impôt Kicillof. Kicillof était le ministre de l'économie du gouvernement des Kirchner qui a procédé à la nationalisation et il dirige maintenant la province de Buenos Aires. Donc les péronistes ont gardé un bout de pouvoir et Milei, pour on va dire stigmatiser cette mesure-là, dit les Argentins vont payer un impôt Kicillof, ça va leur coûter très cher et chaque année ils verront sur leur feuille d'impôt que ça sert, à cause de Kicillof, à indemniser ces fonds qui a obtenu gain de cause devant la justice de New York. Donc c'est pour vous dire que les actions des fonds vautours, c'est pas du tout, comme on dit en Belgique, de la petite bière, c'est quelque chose de réellement costaud avec des montants absolument considérables. Alors l'autre, et c'est mon dernier élément, je venais ici pour ajouter un thème qui est important. Il y a la question des fonds vautours, il y a la question de l'implication des créanciers privés lorsqu'il y a une restructuration de dette. Les créanciers privés, ça peut être des fonds vautours, mais ça peut être des grandes banques comme BNP Paribas, qui peut avoir créé un instrument spécial qui sera un fonds vautour, mais elle est aussi détentrice de titres de la dette de toute une série d'États africains ou d'autres États. Et lorsqu'il y a des problèmes de suspension de paiement, on prend la Zambie. La Zambie a principalement comme créanciers des créanciers privés, dont BNP Paribas, mais là, Glencore est le créancier privé principal de la Zambie. BlackRock est un des créanciers principaux de la Zambie. On met autour de la table les différents créanciers, les créanciers publics réunis dans le Club de Paris, la Chine qui est un créancier public qui n'est pas dans le Club de Paris, se mettent autour de la table le FMI et la Banque mondiale qui sont créancières de la Zambie, et on invite, ou le Club de Paris essaye d'inviter les créanciers privés pour restructurer la dette. Ce qui se passe généralement, c'est que les créanciers privés refusent de participer à la restructuration de la dette, donc attendent que les créanciers publics, les multilatéraux, Banque mondiale et FMI, réduisent par exemple de 30% la dette, les créanciers du Club de Paris de 30% aussi, les Chinois, la Chine 30%, et les créanciers privés se refusent à une telle réduction et donc profitent de la réduction accordée par les pouvoirs publics qui redonne de la manœuvre au budget de la Zambie qui doit payer ses créanciers privés. Du coup,
il y a la volonté dans certains parlements de dire, en cas d'accord entre les créanciers publics en matière de restructuration de dette, il faut que les créanciers privés soient forcés de participer dans la même proportion à la réduction de la dette. Donc ça implique d'adopter une législation appropriée dans chaque pays pour dire, dans telle et telle condition, quand il y a un accord de restructuration de la dette, les créanciers privés sont forcés d'y participer. Et donc là, comme on avait eu un rôle important en tant que CADTM par rapport à la loi belge sur les fonds vautours en 2015, on a remis en avant notre volonté de faire passer au niveau du Parlement belge une loi aussi intéressante que celle qu'on a fait passer sur les fonds vautours. Et on est en passe de la faire adopter. C'est-à-dire, on va avoir les élections généralisées en Belgique en même temps que les européennes. Donc en Belgique, en 2024, on a les élections au niveau parlementaire et au niveau européen. Et donc on essaye, tant qu'on est toujours dans cette législature, on espère faire passer au mois de mai une loi qui dira, en cas d'accord de restructuration de dette entre les créanciers publics, les créanciers privés doivent y participer. Et on donne des exemples dans l'argumentation autour du projet de loi pour dire on a des banques belges qui, dans le cas de pays africains, se font rémunérer à du 24%. Alors que normalement, ces États, par rapport à leur ancien titre, payent du 5, 6 ou 7% aux différents, même aux créanciers qui détiennent leur titre de la dette souveraine. Mais pour ne pas être long, je m'arrête avec cela. Donc en tout cas, deux initiatives qui pourraient être prises au niveau de l'Assemblée nationale. C'est une amélioration de la législation actuelle, dite loi Sapin, par rapport au fonds vautours, donc la loi de décembre 2016, et une nouvelle loi qui pourrait être adoptée pour impliquer de manière forcée les créanciers privés en cas de restructuration de dette. Et on pourrait donc, entre le groupe de travail qui agit pour le moment à l'égard du Parlement belge, on pourra avoir des contacts dans les semaines ou mois qui viennent si la NUPES, par exemple, était intéressée par une collaboration. C'est porté en Belgique par le Parti socialiste belge et ça devrait être soutenu par les Verts belges qui ont un poids significatif dans le Parlement belge, par le PTB qui est le parti de gauche radical qui a aussi un poids dans le Parlement belge, et on essaye d'obtenir que les démocrates chrétiens et d'autres partis appuient, parce que dans le cas de la loi belge de 2015, on avait eu quasi l'unanimité, et cette fois-ci, il nous faut une majorité, donc on doit aller chercher un secteur de la droite et réussir à la convaincre de s'allier à la gauche et au centre pour faire adopter cette législation, mais il semble que ce soit possible qu'on y arrive. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup pour votre attention. Merci, merci Eric. Là, tu nous as... Merci Eric, en tout cas. À bientôt. En tout cas... Ton livre, alors hein? Tu m'offres pas ton livre? Je crois que tu l'avais. Non, je ne l'ai pas. Merci. Merci pour ton exposé, très clair, j'ai trouvé, et qui, bien sûr, nous donne un peu de travail. Je pense à notre commission des finances. Ça peut être au sujet autour de la dette. Ces deux aspects peut-être vont nous amener à creuser cela collectivement, et peut-être aussi avec
les associations telle attaque, avec qui il faudra aussi discuter sur ces deux points-là. Mais maintenant, peut-être que ce serait bien, si vous avez des questions, peut-être d'échanger entre nous sur ce qui a été. Je pense il nous reste. Alors, on est pris par le temps parce qu'il y a à 11h pile, on a quand même encore 20-25 minutes pour discuter de ce que vous voulez sur cette question des dettes. Quelques publications du CADTM qui sont là si vous voulez regarder, et que si vous voulez recevoir des infos sur l'actu de la dette dans le monde, je vais faire circuler une feuille et vous pouvez vous mettre votre mail. C'est tout. Oui. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très claire. Moi, j'avais une question. Vous évoquez les causes de cette crise de la dette dans les pays du Sud, et notamment effectivement la fin des politiques monétaires accommodantes au nord de la part de la BCE, de la Fed, de la Banque d'Angleterre. La question que je me pose quand même, c'est est-ce qu'il y avait d'autres solutions dans le sens où ces politiques monétaires accommodantes, elles avaient quand même d'autres défauts. Elles alimentaient quand même beaucoup la spéculation sur les marchés obligataires, du fait que le seul moyen de faire du bénéfice sur les obligations, c'était de faire des plus-values à partir du moment où elles rapportent plus rien. Donc, est-ce que cette phase finalement, on va dire, qui va de la crise des subprimes jusqu'à la crise du Covid était pas de toute façon une parenthèse, et qu'il fallait trouver d'autres moyens de gérer la liquidité au niveau européen et américain et au niveau international. Et donc, est-ce que finalement, c'était pas un peu inévitable qu'à un moment les taux d'intérêt allaient remonter, et qu'il y avait une question d'anticipation ou de créer d'autres circuits de la dette pour effectivement que les dettes publiques des pays du Sud ne soient pas finalement sensibles à ce qui se passe dans les choix de banques centrales du Nord. Merci. Oui, mais c'est clair que c'est clair que cette politique devait et allait prendre fin. D'ailleurs, dans le dernier article que Maxime et moi on a préparé, et qui a été publié le 18 janvier, donc je vous le montre là, juste à la fin, on a exactement, autour de ton intervention, autour du thème de ton intervention, on s'est posé la question, c'est-à-dire en disant l'avocat du diable, l'avocat des créanciers, pourrait dire, enfin, c'est clair que ça ne pouvait pas durer. C'est clair que les gouvernements du Sud auraient dû prévoir que la situation allait tourner. Et notre réponse est de dire, c'est une réponse extrêmement importante à dire à l'égard des créanciers, c'est que c'est aussi de la responsabilité des créanciers de vérifier la solvabilité dans la durée des débiteurs. Et d'ailleurs, les créanciers privés qui octroient des prêts à des privés, à des familles, etc., se gênent pas d'aller vérifier leur solvabilité, d'obtenir des garanties pour leurs créances. Et donc, ce que nous répondons, c'est que les créanciers savaient très bien que la situation allait tourner. Comment se fait-il qu'ils aient acheté massivement des titres du Rwanda, un des pays plus pauvres, parmi les plus pauvres de la planète, de l'Éthiopie et de toute une série de pays que dans un article précédent je liste en montrant à quel point les pays d'Afrique subsaharienne qui n'avaient jamais eu accès à l'émission de titres ont pu vendre des titres à du 4, 5, 6% avec des acheteurs sans aucun problème, si tu veux, entre grosso modo en 2018
et 2020, ou 2013 et 2020, pendant le quantitative easing, ils n'ont eu aucun problème. Et donc, les créanciers qui ont acheté de ces titres, on devrait pouvoir leur dire, mais vous deviez prévoir que la situation allait tourner. Et vous avez demandé d'ailleurs des rendements de 5-6% qui étaient bien supérieurs aux rendements que vous obteniez en Europe ou aux États-Unis. Mais c'est une prime de risque, et donc vous devez prendre le risque. Vous ne pouvez pas maintenant dire, mais non, on ne peut pas participer de restructuration, de dette radicale, etc. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pour moi qui est fondamentale, si on se situe du point de vue des pays du Sud et de leur gouvernement, c'est que un contrat, l'application d'un contrat et le respect d'une obligation internationale est soumis à certaines conditions. S'il y a un changement fondamental de circonstances et que le débiteur, une des parties du contrat, n'est pas responsable du changement fondamental de circonstances, mais que c'est l'autre partie, et dans ce cas-là, le créancier, qui a changé lui-même fondamentalement les circonstances par sa décision unilatérale, le débiteur du Sud peut dire, parce qu'il y a changement fondamental de circonstances, l'application de mes obligations internationales sont suspendues pour raison de force majeure et changement fondamental de circonstances, et je suis en droit de suspendre le paiement de ma dette sans qu'on puisse me prélever des intérêts de retard sur celle-ci. Et pendant la suspension, je procède à un audit de la dette, je vois quelle est la partie légitime, etc. Et donc, comme CADTM, nous invitons les gouvernements des pays du Sud à prendre des mesures d'autodéfense. Et aussi à s'appuyer sur ce qui s'est passé dans le passé, parce qu'en fait, ça rappelle d'une certaine manière ce qui s'est passé à la fin des années 70, la grande crise de la dette de 1982, qui était la conséquence de la décision de la Réserve fédérale des États-Unis, sa décision en octobre 1979, juste avant que Reagan devienne président des États-Unis, d'augmenter les taux d'intérêt. C'est ce qu'on a appelé le choc Volcker. C'est le président de la Banque centrale des États-Unis s'appelait Paul Volcker. Et ça a provoqué une augmentation radicale des taux d'intérêt qui a créé d'énormes problèmes pour les pays du Sud et notamment le Mexique et à sa suite toute une série d'autres pays. Et donc on se retrouve plus de 40 ans plus tard dans une situation un peu comparable avec donc une très grande crise qui vient de commencer, même si elle est limitée dans ses effets par le fait que pour éviter le côté dramatique de la crise des années 80, on a le FMI qui intervient directement, massivement, pour limiter les dégâts en tant que pompier, quoi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Moi, j'ai une question, si tu permets, dans la même ligne, parce que tu viens de dénoncer pour moi un peu le côté politique et un petit peu vertueux de ce qu'il faudrait faire et de se protéger avec une législation. Encore faut-il que les pays puissent la mettre en place ou la voter. Donc des pays comme la Belgique ou la France qui peuvent avoir, enfin qui ont une économie un petit peu, on va dire, dominante, peuvent le faire, ou peuvent aussi produire, comme tu parlais de quantitative easing, peut-être que tu peux en dire un mot, peut-être pour éclaircir un petit peu ce concept qui permet éventuellement plus facilement de faire rouler des dettes sans que les créanciers effectivement puissent râler, puisque c'est une espèce d'autoproduction de la Banque centrale de sa monnaie et qu'elle peut donc éliminer. Donc il y a un rapport de nullité à la fin. Mais des pays du Sud, eux, sont pas dépendants des mêmes mécanismes forcément. Donc par rapport à ton expérience de ce que tu as connu en Équateur avec le Coréo en 2007, etc., quand vous allez faire un audit et déterminer effectivement qu'une partie de la dette est dite illégitime, donc illégitime, ça veut dire qu'on va forcément finir par payer une dette.
Ça, on n'a jamais une annulation complète, etc., parce qu'il faut garder une espèce de confiance des créanciers. Mais à déterminer effectivement ce que c'est l'illégitimité, c'est-à-dire effectivement toute la charge de la dette qui a été, comme tu l'as dit, un renversement à un moment donné des créanciers qui imposent leurs conditions et qui mettent du coup à genoux des pays qui avaient des dettes au début qui étaient effectivement remboursables. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est le rapport de force. Parce qu'effectivement, des pays peuvent à un moment donné dire « Ok, on va renégocier, on va mettre les créanciers privés autour de la table ». Mais généralement, quand le FMI vient dire « Ok, on peut renégocier la dette », c'est aussi sous des conditions, vous l'avez dit, qui vont être néolibérales, qui vont effectivement aggraver la dette sociale, qui font que sur un temps long, ils auront d'autant plus de mal à avoir eu les bons investissements pour relancer la dette. Donc, pour un pays comme un moment donné d'Amérique du Sud, comment vous arrivez à négocier? On comprend bien le côté légitime, mais sur le rapport de force pour dire ok, on va enlever la moitié de la dette illégitime. Est-ce que c'est une fois l'intérêt des créanciers de dire oui, on voit qu'il y a des mécaniques économiques qui font qu'on va plus gagner d'argent à la fin, donc on reste quand même dans un système qui n'est pas forcément très vertueux ou intéressant dans la répartition de l'argent, ou est-ce que c'est parce que quand même de temps en temps les pays du Nord arrivent à se mettre d'accord sur des valeurs, ou est-ce que c'est vraiment in fine pour des institutions comme la Banque mondiale ou le FMI de dire les créanciers vont y gagner, mais nous aussi on va y gagner en termes de domination politique dans le monde. Enfin, du coup, est-ce que l'annulation de cette dette illégitime est bénéfique sur le long terme pour les pays où on voit bien qu'on peut avoir des investissements, mais généralement, voilà, tu peux nous donner des cas pratiques. Le cas de l'Équateur est tout à fait intéressant. Donc, j'ai participé à la commission d'audit de la dette de l'Équateur pendant 14 mois, de juillet 2007 à septembre 2008. J'ai continué à participer à ces travaux jusqu'en 2011, mais la période de gros travail, ça a duré 14 mois. On a donc analysé 30 ans d'accumulation de dettes, la période 76 à 2006, d'accumulation de dettes par l'État équatorien, et on a identifié toute une série de dettes illégitimes. On avait une mission, donc la commission était composée de délégués des mouvements sociaux équatoriens, de 4 organes de l'État, le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la justice, la commission anticorruption et la Cour des comptes, et 6 experts étrangers. J'étais un des 6 experts étrangers. On était 2 Européens dans les 6 experts étrangers. Et sur la base de notre travail, qui avait été dicté, les termes de notre travail, nos termes de référence avaient été dictés par un décret présidentiel qui nous donnait comme mission de faire un audit intégral de la dette pour identifier la partie illégitime. Et un audit intégral de la dette, ça voulait dire non seulement analyser, par exemple, les termes des contrats, les taux d'intérêt, les montants, qui avait perçu les montants qui devaient être versés, quels montants avaient été remboursés et à qui. Cet aspect-là évident d'un audit. Mais un audit intégral, c'était aussi quel est l'impact sur l'environnement de toute une série de projets. Quel est l'impact de la construction d'un barrage financé par la coopération italienne ou française, quel est l'impact de telle politique imposée par la Banque mondiale et le FMI et financée par de la dette. Et donc c'est un audit intégral. Bon, l'Équateur a choisi alors une partie des dettes que nous avions identifiées comme illégitimes, c'était des dettes sous la forme de titres souverains qui venaient à échéance en 2012 ou en 2030, et a suspendu complètement le paiement de sa dette de manière unilatérale, sans entrer dans une négociation, sans demander son avis au FMI, à la Banque mondiale et au Club de Paris. Donc, du jour au lendemain, l'Équateur a dit, sur la base de l'audit qui avait été publié, nous suspendons le paiement de ces 2 titres 2012-2030. Ces titres ont piqué du nez sur le marché secondaire,
se sont vendus à du 20% de leur valeur. Et l'Équateur, sur le marché secondaire, a confié à une banque bien connue, qui est présente ici en France, c'est la Banque Lazare, le rachat de titres. Sur le marché secondaire, les banques rachètent des titres. La Banque Lazare avait passé un accord avec l'Équateur. L'Équateur et donc la Banque Lazare a racheté pour le compte de l'Équateur des titres à du 20-22%. Quand l'Équateur a atteint un certain montant, une certaine masse critique des titres, après 6 mois, l'Équateur a dit « Bon, finalement, je suis prêt à vous racheter sur le marché secondaire tous les titres en circulation. » Il n'a pas dit qu'il en avait déjà acquis. Et je les rachète à 30% de leur valeur. Et du coup, il a racheté massivement 91% des titres. Et il a pu annoncer en juin 2009, j'avais fait une offre. 91% des titres m'ont été revendus, je les ai rachetés, je les ai payés, ils n'existent plus. Les 9% qui n'ont pas été proposés au rachat n'ont plus de valeur parce que mon offre allait jusqu'à cette date et l'affaire est terminée. Et effectivement, l'affaire a été terminée. Et pourquoi est-ce possible de faire ça? Parce que il y a ce qu'on appelle les clauses d'action collective dans l'émission de titres. C'est quand un État réussit à ce que 75% des détenteurs participent à la restructuration, des créanciers, si vous voulez, quand 75% participent, il n'y a pas de possibilité de représailles judiciaires parce que la clause de la majorité des 3/4 s'applique et s'impose à la partie qui n'a pas voulu participer de manière volontaire à la restructuration. Et donc l'Équateur s'en est sorti extrêmement bien. Donc là, c'était une victoire extrêmement importante parce que du coup, le service de sa dette a fortement baissé et l'Équateur a pu augmenter très fortement en 2010, 11, 12 les dépenses en matière de santé, d'éducation, a augmenté les salaires dans la fonction publique, etc. Après, maintenant, ce qui s'est passé, le tournant du gouvernement Rafael Correa, c'est une autre histoire. Il a abandonné le projet de ne pas exploiter le pétrole dans l'Yasuni, mais ça serait un autre débat et j'ai écrit longuement là-dessus, en détail, sur l'expérience équatorienne. Donc, pour moi, ma réponse, c'est il est possible pour un État d'agir de manière souveraine et unilatéralement par rapport à ses créanciers. Mais il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout et il faut, dans certains cas, utiliser, y compris, les contradictions entre créanciers. S'il faut utiliser de manière tactique la Banque Lazare ou une autre banque pour commencer à acquérir une masse critique de titres, pourquoi pas? On lui verse une commission, ça fait partie du coût de l'opération, mais au bout du compte, on y gagne. Et Lazare s'est pas vanté d'avoir fait ça. Mais Lazare, c'était du temps de Pigas, qui est le patron en partie du Monde, comme vous le savez, et des arts occultibles. Pigas s'était spécialisé dans aller chercher des gouvernements progressistes et de leur dire moi je connais les règles du jeu du côté des banques et je peux vous aider si vous me versez une commission. Donc il avait été trouvé Chavez, il avait été trouvé Morales, il a mené des opérations à différents niveaux. Une dernière question, ou deux dernières questions si vous voulez. Sinon... Et alors, si, juste dire, l'idée, tu dis, il faut garder la confiance des marchés. Mais personnellement, j'en suis pas du tout convaincu,
de la nécessité de garder la confiance des marchés. Et je pense que c'est cette idée-là qui est dans la tête d'à peu près tous les ministres des Finances des pays du Sud ou du Nord. Cette idée qui est maintenant tout à fait ancrée fait qu'il y a une soumission au marché. Je m'explique. On a une série d'exemples de pays qui ont pris des mesures très fortes, unilatérales, et sans s'embarrasser de cet argument-là, et qui s'en sont très bien tirés. Donc des pays qui suspendent le paiement de leurs dettes. Je peux te donner le cas, et j'ai aucune sympathie pour le gouvernement de Yeltsin, de la Fédération de Russie en 98. Son ministre de l'économie s'appelait Poutine à l'époque, et c'était le président Yeltsin. La Russie a fait défaut sur sa dette, on a dit que ça allait être une catastrophe pour la Russie, et elle a réussi, en faisant un défaut unilatéral sur sa dette, d'imposer ensuite aux créanciers privés des concessions extrêmement importantes. Et ce qui se passe du côté des créanciers privés, si tu veux, c'est qu'il y a des créanciers privés qui vont perdre dans cette action. Mais les autres créanciers privés, ils vont se dire, le pays a réussi à obtenir, par son action intempestive et unilatérale, une réduction de sa dette, ses finances vont mieux, du coup, je peux lui prêter, parce qu'il est en meilleures conditions financières. Donc l'idée qu'une action unilatérale qui va à l'encontre des marchés va provoquer définitivement du côté des marchés une réaction de rejet à l'égard du pays, elle est fausse. Elle est une idée qui est répandue systématiquement pour amener les gouvernements, qu'ils soient du Nord ou du Sud, à se dire non, je ne peux pas entrer en conflit avec les marchés. Et pour moi, à un moment donné, les Kirchner, sur la base du succès de l'Équateur, à un moment donné, les Kirchner et leur ministre des Finances m'avaient consulté, mais on ne s'est pas entendu. Mais je leur disais, vous avez un taux de croissance de 8%. Après, l'Argentine est rentrée en suspension de paiement fin décembre 2001 pour 69 milliards de dollars, tout en dette à l'égard des créanciers privés. À partir de 2002, la récupération économique a commencé. Et en 2003 jusqu'en 2008, taux de croissance économique de l'Argentine de 8%. Et l'Argentine il y avait une obsession du côté de l'Argentine de dire on veut un accord avec le Club de Paris, on veut réavoir la confiance des marchés, etc. Et pour avoir la confiance des marchés, il faut un accord avec le Club de Paris. Et je leur disais, mais pourquoi ? Vous êtes en train de démontrer que vous avez du 8% de taux de croissance sans émettre de titres sur les marchés. Mais bon Dieu, continuez. À partir de votre croissance qui est importante, prélevez des impôts sur les exportateurs de soja transgénique et les matières premières et financez votre budget aussi par de la dette publique interne. Ils ont voulu absolument l'accord avec le Club de Paris, qui était un mauvais accord en 2013, et ils ont repris des paiements avec le Club de Paris, et du coup, ils ont pu avoir accès au marché financier, mais sans en avoir absolument un besoin absolu, quoi. Donc, non seulement on peut entrer en conflit avec le marché financier et quand même avoir un financement des marchés financiers, mais je dirais, mais bon Dieu, si on peut se passer des marchés financiers et d'émettre des titres sur les marchés financiers, pourquoi s'en priver? Et c'est un peu ce que Éric Coquerel disait tout à l'heure, faut arrêter de mettre sa dette sur les marchés financiers. Il y a moyen de faire de la dette publique autrement qu'en ayant recours aux marchés financiers. Et d'ailleurs, le recours de la France à l'égard des marchés financiers, ça a commencé malheureusement
sous Bérégovoy à partir de 83, 84. Et mon ami Benjamin Lemoine a sorti un bouquin très bon là-dessus, que je vous invite à lire d'ailleurs, sur comment a très bien fonctionné le circuit du Trésor jusqu'à cette époque-là, quoi. Et pourquoi c'était une erreur de changer cela. Bien, merci. Merci beaucoup. Merci Eric pour